Il y a un homme politique français qui a dit il n'y a pas très longtemps, la République, c'est moi. Je sais que vous n'allez pas dire ça, mais moi, je peux le dire. Je voudrais commencer par une affirmation. La Poste, c'est la France. Parce qu'aucune entreprise en France n'a la même implantation, aucune ne connaît le territoire. Et alors, du coup, j'ai envie de vous interroger d'abord là-dessus, sur la France, et en posant cette question, qui est une question un peu difficile peut-être. Est-ce que quand on voit ce monde de l'IA, ce monde de la tech, qui est un monde assez difficile, est-ce que nous, Français, est-ce qu'on est fait pour ce monde-là? Est-ce qu'on n'est pas des herbivores dans un monde carnivore? Je crois que nous, Français, on est fait pour le monde qui existe. Et la Poste, c'est pas moi, la Poste, c'est nous, c'est-à-dire 240 000 femmes et hommes, partout en France et d'ailleurs à l'international. Il y a des salariés de la Poste qui sont partout dans le monde aujourd'hui. Et ce monde-là, on a l'intention d'y agir et de continuer à y vivre. Et s'il faut s'adapter et être un peu plus carnivore, on deviendra carnivore. On croit au processus darwinien. Et le processus darwinien, ce n'est pas le plus fort qui l'emporte. Ce n'est pas le plus vocal. C'est celui qui sait le mieux s'adapter. Et nous, ce qu'on démontre collectivement depuis maintenant plus de 10 ans, c'est qu'on sait s'adapter à la disparition de ce qui est notre métier historique, la lettre, et on sait s'adapter. Donc c'est pas le plus violent, c'est pas le plus costaud, c'est pas celui qui parle le plus ou qui tweete le plus, par exemple, qui va gagner, c'est celui qui sait ou celle qui sait s'adapter. Et nous prouvons à 240 000 que nous avons été capables de nous adapter à la disparition programmée et en cours du métier historique de la Poste. Ça veut dire que hier, il y a eu une bataille assez rigolote quand même sur X, justement, entre Elon Musk et Sam Altman. Elon Musk propose de racheter OpenAI pour 109 milliards. Sam Altman répond non, mais on n'est pas intéressé, mais en revanche, on peut racheter X, c'est-à-dire Twitter, pour 10 milliards, c'est-à-dire le quart de ce qu'Elon Musk a payé. Donc il y a un petit côté combat de coq, et vous dites même pas peur. Je ne dis pas même pas peur, je dis simplement que ce qui est très clair depuis plusieurs semaines, c'est la saturation de l'espace médiatique et politique. On ne parle que des tweets et chaque jour, il y a autre chose. Et donc nous, notre responsabilité de chef d'entreprise, c'est de prendre du recul et de la distance face à ça, en se disant oui, l'IA va changer beaucoup de choses dans les entreprises, dans la société, mais prenons le recul nécessaire et n'oublions pas que la grande règle de Charles Darwin, c'est qu'il faut être capable de s'adapter. C'est ceux-là qui sont celles et ceux qui survivent, ceux qui savent s'adapter. Et donc, s'il faut, pour s'adapter, devenir carnivore, eh bien, la France doit devenir carnivore, oui, bien sûr, sans oublier ni ses valeurs, ni les grands fondamentaux de l'histoire humaine, quand même. Alors, il y a une grande question du capitalisme, en réalité, puisque on voit que ce monde de la tech est hyper capitaliste. C'est-à-dire l'histoire d'OpenAI, qui a été conçue à moitié comme une fondation au départ, plus ou moins, en tout cas quelque chose qui n'était pas voué à gagner de l'argent, puis c'est devenu quelque chose qui était destiné à gagner de l'argent, et qui a une valorisation absolument dingue. Et nous, notre capitalisme européen, et plus français un peu particulier, qui est un peu spécial, une espèce de contrat social qui est un peu différent, un peu social-démocrate, parce que même quand on est de droite en France, on est un peu social-démocrate aussi. Enfin, il y a une espèce de consensus, c'est le principe de la politique, on se tape dessus, mais on est d'accord sur plein de choses. Est-ce que ce monde-là social-démocrate, européen et français un peu plus encore, est un bon cadre pour ces nouvelles technologies et pour l'intelligence artificielle? Parce que l'hypercapitalisme texan, c'est l'avenir. Écoutez, ça c'est une question d'histoire qu'on va créer ensemble. Ce que je pense, moi, et de ce point de vue-là, Saclay est le lieu idéal pour en parler, c'est qu'on a des lieux d'excellence technologique, d'excellence scientifique, que ce soit dans l'informatique, dans le numérique, dans la chimie, dans toutes les sciences. Et donc ce modèle,
quelle que soit la façon dont on le caractérise, on va dire européen, il a des forces, il doit s'adapter au nouveau monde qui vient, mais il doit participer à la construction du nouveau monde qui vient. Et moi, je ne suis pas impressionné par les empires. Ah bon? Non, pas du tout. Parce que là, on parle que de ça, du retour des empires. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne suis pas du tout impressionné par les empires, car, comme vous le voyez, j'atteins déjà un âge respectable. En tout cas, j'espère être respecté pour mon âge. Et Pas que. les leçons de l'histoire humaine sont très simples. Elles sont dans un bouquin qui est absolument passionnant à lire, qui a été écrit par un théoricien des relations internationales et de la diplomatie. Cet intellectuel qui est décédé s'appelle Jean-Baptiste Durosel, très classique, assez aronien, comme Raymond Aron, évidemment. La référence du point. La référence du point. Et il a un bouquin absolument exceptionnel qui dit « Tout empire périra ». Et donc, quand je vois des chefs d'entreprise ou des leaders politiques qui ont des visées impériales ou qui veulent construire des empires, je me souviens de cette leçon de l'histoire, tout empire périra. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la forme d'organisation ou de domination impériale est menacée et qu'elle ne durera jamais. Elle est menacée en elle-même. Être un empire, c'est préparer sa propre fin, sa propre finitude, et donc les empereurs ou les impérialistes ne m'impressionnent pas. Alors, d'un point de vue historique, comment vous donnez tort? Parce que tous les grands empires, l'Empire romain, l'Empire de Charlemagne, le Saint-Empire romain germanique, il y en a quand même un paquet qui ont péri. Enfin, dans l'intervalle... ça fait des dégâts. Voilà. Ça, c'est sûr que ça fait des dégâts. C'est-à-dire que si jamais les visées impériales de certains chefs d'entreprise ou de certains chefs d'État se manifestent, ça fait des dégâts. Mais ça veut dire qu'au-delà de la règle d'adaptation, et je fais référence à un grand scientifique, Charles Darwin, et au-delà de la grande règle qui est que tout empire périra, ça veut dire qu'entre les deux, il faut se battre. C'est un combat. C'est un combat d'entreprise, une compétition économique. C'est un combat d'idées, celui que, Étienne, vous menez avec vos journalistes. Non, effectivement, avant qu'un empire ne périsse, ça peut faire des dégâts. Et pour limiter les dégâts, il faut se battre, il faut investir, il faut croire dans la science, il faut croire dans l'éducation, car ce qui prépare la croissance de demain, c'est l'innovation, la science et l'éducation. Mais il me semble que c'est parmi les thèmes que vous avez débattus et que nous débattons. Alors, je voudrais vous lire un petit passage d'un livre qui est le meilleur ami des éditorialistes, qui est L'étrange défaite de Marc Bloch. Et parce qu'on peut prendre n'importe quelle page et en faire un édito, c'est formidable. Je vous donne, pour ceux qui ont des velléités ici, n'hésitez pas. Et je vous lis ce passage. Il dit « Toute une littérature de renoncement, bien avant la guerre, nous les avait rendus déjà familiers, ces avis bucoliques. Cette littérature stigmatisait l'américanisme, elle dénonçait les dangers de la machine et du progrès, elle vantait par contraste la paisible douceur de nos campagnes, la gentillesse de notre civilisation de petites villes, l'amabilité en même temps que la force secrète d'une société qu'elle invitait à demeurer de plus en plus résolument fidèle au genre de vie du passé. » Est-ce que vous retrouvez ça aujourd'hui ou pas? Non, parce que je crois que la violence, notamment verbale, nous empêche de verser dans la nostalgie. Je crois vraiment que... C'est son seul mérite alors? Mais bien sûr, mais à la limite, prenons-le comme ça. Ces mots, ces tweets nous réveillent. Ils nous réveillent parce qu'ils nous appellent à la compétition, au combat économique et technologique. Ils nous réveillent aussi parce que l'Europe se met à réfléchir à ce qu'elle doit faire elle-même. Elle se sent menacée et comme elle ne réagit que si elle est menacée, c'est plutôt une bonne nouvelle. Finalement, ces tweets incessants, cette espèce d'impérialisme d'Elon Musk vont réveiller les Européennes, les Européens, les États, l'Union européenne elle-même, nous réveillent. Et donc, je crois qu'il faut presque le remercier et les remercier pour cette espèce d'alerte et de réveil de nos assoupissements éventuels.
Alors là, je voudrais faire parler quand même le sociologue Philippe Val, puisque la France, c'est vous. Les Français, vous les sentez comment par rapport aux nouvelles technologies? Ils ont envie ou ils ont peur? Alors, d'abord, la France, c'est pas nous. Nous, on est une petite France de 240 000 personnes. Non, mais il y a un peu plus de clients derrière. Ah, il y a des millions de clients. Ça, nos postières et nos postiers connaissent tous les Français. Et c'est d'ailleurs ce qui fait leur réalisme et leur lucidité dans la transformation de notre groupe. Si nous sommes parvenus à transformer cette entreprise qui n'a plus que 15% de son chiffre d'affaires en lettres. Pour vous, la Poste, c'était la lettre. Ben non, aujourd'hui, ça n'est plus qu'à 15% de chiffre d'affaires de la lettre. C'est grâce à la lucidité de nos salariés et des organisations syndicales. Non, je crois que les Français, là, en ce moment même, ils ont soif de stabilité. Ça, on le sent. Stabilité sociale et politique, premièrement. Et deuxièmement, ils sont à l'aise avec la technologie. Moi, je suis très surpris du fait qu'on ait vendu plus de 115 000 tablettes ardoises, c'est la minute de publicité postale, pour tous les seniors, qui sont des tablettes incroyablement simples. Et donc, les gens veulent vivre avec la technologie, ils sont de leur temps. Ils sont de leur temps. Je ne vois pas du tout de réticence technologique des Françaises et des Français. Je les trouve à l'aise avec la technologie. Nos facteurs ont abandonné le carnet à souche en 2008 et ils ont basculé tout d'un coup sur le smartphone qui est devenu leur outil de travail et ils se sont débrouillés pour faire face, soit par formation entre eux, soit par formation par nos formateurs, soit par formation par leurs enfants le soir. Donc non, les Français n'ont pas peur de la technologie. Par contre, je crois qu'il est important en permanence, mais c'est toujours comme ça en matière de stratégie, de donner le sens. À quoi va servir cette technologie? À quoi va servir l'intelligence artificielle? Nous avons passé des heures, carrées d'ailleurs, avec nos administrateurs, avec nos salariés, avec nos organisations syndicales, en disant en quoi l'intelligence artificielle est-elle une chance pour la Poste? C'est d'ailleurs d'autant plus une chance qu'une partie de notre business, c'est du conseil en intelligence artificielle. C'est la deuxième minute de publicité postale. C'est que nous avons deux entreprises qui sont peuplées d'ingénieurs et d'ingénieurs. À Grenoble, ça s'appelle Proba Yes. À Paris, ça s'appelle Open Value, qui travaillent sur des applications, sur des algorithmes et sur du conseil en intelligence artificielle. Donc, par rapport à votre référence tout à l'heure, carnivore, herbivore, je ne sais pas, mais puisque l'IA va devenir une technologie, nous, on est déjà en train d'essayer de s'adapter à cette technologie. Et donc, il ne faut surtout pas, vis-à-vis de la technologie, prendre vis-à-vis de la population une attitude de surplomb, surtout pas. Il faut donner le sens et il faut former, il faut populariser et diffuser la technologie. Alors, il y a deux... je vais revenir une seconde sur le capitalisme, parce que c'est très intéressant, parce que la Poste est une entreprise. Et certes, une entreprise publique, mais c'est quand même une entreprise. Vous parlez de business. Oui, ça gagne de l'argent, la Poste. Ouais, c'est bien ça. Ça fait 1 milliard de bénéfices nets, plus d'ailleurs. Ouais, mais je ne peux pas dire exactement combien, c'est dans 15 jours. Ah oui, d'accord. On ne dira rien sur ce coup-là. La question du capitalisme, c'est qu'il faut des capitaux. Et est-ce que le modèle, qui est un modèle très français, avec des entreprises publiques, le nucléaire, on est chez EDF ici, a été développé comme ça, avec une entreprise publique qui est EDF. Est-ce que c'est un modèle qui fonctionne là-dedans, l'entreprise publique? Parce que vous êtes par ailleurs beaucoup dans les startups. Hein. Oui, aussi, on investit dans les startups. Et donc ça veut dire qu'on peut faire du capitalisme numérique avec des entreprises publiques. Écoutez, moi je vous propose un exemple au hasard, le nôtre. Nous étions confrontés il y a 10 ans à la disparition de la lettre. C'était 40% de notre chiffre d'affaires il y a 15 ans. C'est 15% aujourd'hui. Et on gagne de l'argent. Nos concurrents en matière de logistique, c'est UPS, FedEx, DHL, Amazon. Et on est face à eux. Et on réussit face à eux. C'est dans la compétition face à eux qu'on réussit. En matière numérique, j'ose à peine le dire, notre DocaPost, qui représente 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, il est sur certaines niches face aux GAFA. Et en matière bancaire, on est la 6e banque française. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la 6e banque française? Ça veut dire que les 5 autres
font partie des 10 premières banques européennes. Donc, on réussit, on gagne de l'argent et on est dans la compétition. On est dans l'adaptation à la réalité. Je reviens à Darwin. On retient de Darwin la sélection des espèces. Ça paraît violent. Moi, je retiens de Darwin l'adaptation au changement permanent des civilisations et des technologies. Et ça, c'est une question de projet, de volonté. On est très adapté au monde qui vient, à condition d'être lucide sur ce monde et de décider d'être un acteur du monde qui vient. Tout dernier mot, parce qu'on doit terminer. Quand vous rencontrez des gens d'Amazon, parce que vous avez parlé d'Amazon, etc., qui, par essence, quoi, le capitalisme américain, énorme boîte, une espèce de rouleau compresseur, ils vous regardent comment? Ils vous regardent comme le village gaulois au début des albums d'Astérix, c'est-à-dire celui qu'on va écraser du talon, ou ils vous regardent comme regarde Jules César à la fin des albums d'Astérix, c'est-à-dire, oh là là, quand même, on n'arrive pas à les avoir, les Gaulois. Ça, il faudrait demander à Frédéric Duval. Frédéric Duval, c'est le patron d'Amazon. Il faut le lui demander. Moi, je vais vous dire comment je vois Amazon. Amazon, c'est mon premier client, donc je l'aime beaucoup. Ça, c'est une bonne raison. J'ai une excellente relation avec lui. C'est une entreprise remarquable avec laquelle on s'entend très bien. Premier point. Deuxième point, Amazon, et pour les scientifiques qui sont dans la salle, ça va vouloir dire quelque chose, c'est notre premier concurrent. Et donc, c'est une entreprise qui, étant notre premier client et notre premier concurrent, nous pousse à nous adapter, nous aide à nous adapter. Et donc, le matin, je remercie Amazon. Et le soir, avant de me coucher, je le remercie Itou. Mais, merci infiniment. On peut applaudir Philippe Val, qui donc ne veut pas devenir un empire parce que les empires périront. Voilà. Merci beaucoup. Merci également à vous, Étienne, et merci dans la salle d'avoir répondu présent. On se retrouve, nous, dans quelques instants pour la suite du Paris Saclay Summit. À tout de suite.